Salut à tous, c'est JM au micro et je suis accompagné, cette fois ça me fait très plaisir d'être accompagné par Valérie. Salut Valérie. Salut JM. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien, moi aussi je suis ravie de te retrouver. Ça fait un paquet d'années qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Exactement, on n'a pas su compter tout à fait combien ça faisait, mais le temps passe vite. Non, ça fait un paquet d'années, mais ça me fait très plaisir de te retrouver. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'on se retrouve sur un jeu que tu connais parfaitement, en tout cas d'une série que tu connais très 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 bien, que je connais un petit peu, que j'aime beaucoup, c'est la série des Zelda, évidemment, on voit les images à l'écran. Et un épisode dont on vient de fêter le 10e anniversaire, c'est Twilight Princess, qui est ressorti en version HD sur Wii U, que tu as essayé même un peu plus qu'essayé. Je crois que tu me disais que tu as passé 50 heures dessus. Ouais, je l'ai refait pour l'occasion. En fait, je me suis dit, bah ouais, ça fait 10 ans qu'il est sorti sur GameCube et Wii. Je l'avais fait à l'époque, mais je l'avais pas refait depuis. Et je me suis dit, bah on va voir. En fait, c'était plus par l'envie de refaire le jeu que par l'envie de voir ce que donnait le portage HD. Parce que le portage HD, de toute façon, on va pas forcément en parler beaucoup, parce qu'il apporte pas non plus énormément de choses. Mais c'est plus l'occasion en fait de le faire pour ceux qui l'auraient pas connu à l'époque. Et là d'ailleurs ils ont repris plutôt la version GameCube, parce que tu sais qu'il y avait une espèce de miroir pour la version Wii. Oui, c'est vrai. Oui. En fait tout avait été inversé, Link était droitier, etc. parce que ça se prêtait mieux au maniement de la Wiimote. Et là en fait ils ont repris la version originale entre guillemets qui était sortie sur GameCube avec un Link gaucher et un maniement beaucoup plus classique avec le gamepad et les boutons. D'accord. Et toi, à l'époque, tu l'avais fait sur les deux ou tu l'avais fait sur Wii ? Je crois que je l'ai fait sur Wii, moi, je me rappelle. Et si je dis pas de bêtises, je l'avais fait sur Wii une première fois, et tout de suite après, j'avais fait il me semble que c'est moi qui avais fait la Solus, et j'avais dû le faire sur GameCube, mais je suis pas sûre. Oui, je me souviens. Ouais, je crois que j'ai des vagues souvenirs de ça. Bon, en tout cas, tu te rappelais globalement du jeu, mais dans tous ces détails, ou c'était juste vaguement... Non, je me rappelais de pas mal de scènes, mais en fait, il y avait des choses qui m'échappaient, et puis j'avais envie de... Enfin, surtout au niveau du gameplay, des donjons, etc., j'avais envie de me remémorer un petit peu ce que ça donnait. Et ce qui m'a frappé, en fait, en le refaisant, c'est vraiment le côté sombre, la noirceur du jeu par rapport aux autres épisodes. Et c'est là-dessus que je pense qu'on va s'intéresser, justement, dans C'est exactement ça en fait, c'est dès l'annonce du jeu, en tout cas j'ai un très gros souvenir du premier trailer qui a été diffusé, ça devait être le 3 2004, où il y avait un trailer, c'était un peu la folie du Seigneur des Anneaux au cinéma, en tout cas le dernier épisode venait de sortir, et Nintendo lors d'une de ses conférences 3 avait présenté ce trailer d'un épisode de Zelda qui était très sombre, très noir, très mature, j'aime pas forcément ce mot pour ce jeu, mais c'était en tout cas quelque chose qui tranchait radicalement avec ce qu'on venait d'avoir avec Zelda quelques années auparavant. Et oui, puisqu'on avait eu donc le passage de Wind Waker qui avait un petit peu tranché, puisque la plupart des fans de Zelda s'étaient pas retrouvés dans cet épisode et attendaient plutôt un épisode dans la veine d'Ocarina of Time, quelque chose de plus adulte, et c'est exactement ce qu'on avait l'impression de voir avec Twilight Princess, qui était même carrément plus sombre, qui allait encore au-delà, et qui représentait un petit peu le Messie. Enfin, moi je sais que les premières images, on s'est dit oui, c'est le Zelda qui va faire l'unanimité, quoi. Oui, peut-être qu'on va trop vite en besogne, mais est-ce qu'il a fait l'unanimité quand il est sorti ? Alors je pense pas. Je pense pas, parce qu'après, bon, en le refaisant, c'est vrai qu'il y a quelques problèmes de rythme, des choses un petit peu qui, pour moi, ça manque de passages vraiment marquants, surtout dans les donjons, etc. Il y a de très très bonnes idées, il y a une ambiance qui est excellente, enfin, quand on aime un petit peu ce style-là. Mais je pense que c'est pas le Zelda qui a forcément le plus marqué les joueurs, au final. C'est vrai que c'est assez juste ce que tu dis, parce que je me souviens de l'ambiance générale, je me souviens de toute cette ambiance qui enveloppe le jeu, mais je serais peut-être incapable de te citer une scène précise qui m'aurait vraiment marqué en revoyant la vidéo là que tu nous as préparée. Je pense que je vais me rappeler de certaines séquences, mais avant ça, je pense pas que je serais capable de te citer un point précis du jeu qui m'aurait vraiment marqué, comme dans les autres épisodes. On va pas passer, mais dans Majora's Mask, Ocarina of Time, tout ça, il y a toujours un point clé qui me marque. Pas forcément dans celui-là, et pourtant, cet épisode reste dans ma tête comme un de ceux que j'ai préférés. C'est bizarre quand même.
Après, c'est pour ça aussi, en fait, les passages qu'on vient de voir, justement, c'est les passages qui restent le plus en mémoire, je pense, au début du jeu. Le personnage de Midona, qui est vraiment un personnage très très intéressant, très très bien développé dans le jeu, et également par son design, là, tu vois, les scènes qu'on a vues au niveau des expressions du visage, pour moi, c'est un personnage qui apporte beaucoup, parce que bon, c'est ton allié, clairement, mais d'un autre côté, t'as l'impression d'être face à un personnage qui est un petit peu ambivalent, tu sais pas si elle te manipule pas un peu trop, qu'est-ce qu'elle attend derrière, et c'est un personnage dont on se méfie finalement, alors qu'on est avec elle tout au long du jeu, quoi. Pendant pratiquement tout le jeu, hein, si je me souviens bien, on ne sait jamais à quel côté elle appartient, si effectivement, comme tu dis, elle nous manipule, ou si elle est vraiment de notre côté. Ouais, je me rappelle que jusqu'à la toute fin, on n'est pas vraiment sûr de... Et on connaît son identité à la toute fin. Qu'à la toute fin. Et alors là, ce qu'on voit ici aussi, c'est super important parce que ça se passe encore une fois au début du jeu. Enfin, au début, exception faite du tout début, qui est quand même assez poussif, où tu es dans le village de Toal et où... Le fameux tutoriel dans le village. Ouais. Tu ramènes les chèvres, etc. Bon, moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de séquences avec Epona, mais sinon c'est vrai que beaucoup de joueurs ont trouvé le début un petit peu lent à démarrer, mais une fois qu'on entre de plein pied dans l'histoire, et notamment cette scène où on a donc la princesse Zelda qui est en fait un petit peu confinée dans son château, puisqu'on l'a pas dit, mais bon, on va pas forcément reprendre toute l'histoire, mais en gros, on a le monde du crépuscule qui a été corrompu par les ombres. Bon, on apprendra à la toute fin du jeu exactement par qui et comment ça s'est passé. Et en fait, on a une Zelda qui, là, dans cette scène, a eu le choix entre se rendre, lâcher les armes, ou bien... en fait entraîner la chute de son royaume, et du coup elle a pas le choix, elle accepte la reddition face à Xanto, et on se retrouve avec un château d'Hyrule qui est pendant tout le jeu emprisonné par une barrière infranchissable, des habitants qui sont, on le voit là, transformés un petit peu en esprits, en fantômes, etc. Et en fait pendant tout le jeu, à travers la transformation en loup, et le personnage de Midona, on va voir à la fois la version monde de la lumière qui est complètement un petit peu chaotique, et le passage dans le monde des ombres avec le crépuscule qui s'insinue un peu dans le réel. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Non, c'est clair, et c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui tranche vraiment avec tout ce qu'on a connu de Zelda avant. Bon, peut-être que si les premiers Zelda avaient eu des réalisations un peu plus poussées, peut-être qu'on aurait retrouvé cette ambiance un peu noire et sombre, mais c'était pas le cas, et du coup celui-là est vraiment le premier qui nous plonge qui nous plonge face à face avec un mal perfide et oui, c'est vrai. Un côté du mal qui est très sombre et très noir plutôt que presque joyeux. Rien que l'épisode avant, le Wind Waker, avec les ennemis qui partent dans un petit nuage de fumée violet, oui, là c'est complètement joyeux. Aux antipodes. Il y a même, en le revoyant, j'ai été limite choquée, par des scènes où je me rappelais pas que ça allait si loin dans le... Rien que cette scène là qu'on voit avec quel est le nom de ce personnage qui est attaché sur la lance, c'est quelque chose de très dérangeant comme image. Et ça, tu vois, c'était alors un autre point qu'on voulait aborder, t'en as parlé tout à l'heure, le jeu est sorti après le passage des films du Seigneur des Anneaux, et clairement, il a été grandement influencé, je pense, par les films du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans le jeu où t'as l'impression de revoir un petit peu à la fois le côté épique et des monstres même clés qu'on voyait justement dans ces films-là. Oui. Là, t'as la grande chevauchée face à la Horde. C'est la première fois d'ailleurs que dans un Zelda, on peut combattre à l'épée sur Epona. Donc on a des chevauchés qui sont pas forcément hyper maniables non plus. Mais bon, tu peux tirer à l'arc, tu peux te battre à l'épée. Non, parce que là, bon, cette scène, ça allait. Mais je me rappelle, tu sais, il y a la poursuite avec le convoi qu'il faut protéger. C'est vrai, oui. Et là, j'ai galéré un petit peu. Mais bon... Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs en fait, avec le Seigneur des Anneaux, pas simplement dans l'ambiance, mais dans des détails précis, le design des monstres, je sais que tu voulais évoquer peut-être, tu me parlais tout à l'heure de Zelda qui rappelle parfois Éowyn. Oui, c'est vrai. En fait, Zelda, tu la vois vraiment d'une façon dont on la voit pas d'habitude, très très digne, un petit peu en femme chevalier, prête à combattre, l'épée à la main, et ça m'a fait penser à Éowyn justement. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles la fin donc de ce Zelda où on a une Zelda qui est possédée par Ganondorf, et
on est face à une Dark Zelda, quoi. C'est la première fois. Moi, je me rappelle ce passage. En fait, c'est le passage qui m'a le plus marqué du jeu. Donc, dans le combat final. Et bon, c'est un combat qui dure pas longtemps, mais t'es quand même opposé à une Zelda qui a plus rien de rassurant, quoi. Enfin, c'est. Non, c'est vrai, ouais. Et puis, c'est plein de souvenirs me reviennent maintenant quand je vois ça, cet affrontement là sur le genre de pont qui a. Ouais, c'était bizarre comme ambiance. C'était bizarre, mais à la fois très jouissif de découvrir un univers Zelda. T'avais l'impression que les développeurs se sont dit, bon, cette fois on y va. On s'est fait un peu critiquer sur le côté, c'est peut-être fort, mais le côté niais de Wind Waker. Donc cette fois, le côté enfantin, ouais, je pense que c'est ce qui a déplu, c'était les gens se sont dit s'ils ont fait un Zelda pour les gamins, bon après fallait aller au-delà de ça. Moi je sais que Wind Waker, tout le monde sait ce que j'en pense, mais moi Twilight Princess c'était aussi exactement ce que j'attendais. Étant aussi grande fan du Seigneur des Anneaux, là on a des ennemis qui ont été calqués un petit peu sur les orques, qui montent des sangliers qui font furieusement penser aux wargs aussi du Seigneur des Anneaux. Après on va le voir. Alors en fait juste après j'ai mis 2 autres scènes de boss, de gameplay, où on voit des boss qui là clairement renvoient à deux créatures clés du Seigneur des Anneaux. Et moi c'est des passages que j'ai adorés justement parce que je me suis dit mais c'est génial, ils ont fait un Zelda Seigneur des Anneaux, quoi. Oui, même ça là, ça fait penser comme tu le soulignes dans les notes que tu m'as filées, effectivement à Gandalf face au Balrog sur ce pont. Ouais, ce grand pont est justement un peu plus loin, donc à la fin des mines, j'allais dire des mines de la Moria, et en fait c'est les mines Goron, je crois. Je crois que c'est les mines Goron. C'est sûrement ça. Et c'est des mines qui font penser aux mines de la Moria. Et au bout, tu as quoi ? Tu as un boss, ce boss-là, qui va être complètement enflammé et qui fait penser aussi au Balrog, quoi. Le Balrog... Enfin, moi, tout de suite, ça m'a fait penser au Balrog. Après, le combat n'a rien à voir, c'est sûr. Mais il y a des choses qui rejaillissent, tu vois, quand tu joues. Et tu te dis, peut-être que pas du tout, hein. Ah oui, clairement. Mais je pense que si ça les a pas influencés, ça devait être peut-être inconscient ou... Ouais, non, je pense que c'était conscient. Même la façon dont il provoque Link, juste lui crier dessus, comme ça, là, c'est vraiment du Balrog tout craché. Mais, et ça a dû vraiment résonner auprès des joueurs à cette époque, parce que vraiment, on était tous dans cette... tous ceux qui aimaient l'heroic fantasy, en tout cas, étaient dans cette ambiance, plongés dans cette ambiance avec les films de Peter Jackson. Et on retrouvait ça, qui était peut-être, dans une certaine mesure, même mieux que les jeux vidéo inspirés du Seigneur des Anneaux de l'époque. Ouais, il était complètement dans cet esprit-là. Et du coup, c'est en ça, à mon avis, qu'il se démarque vraiment des autres épisodes, quoi, de la série. Ouais, et depuis, il y a eu combien d'épisodes qui sont sortis depuis celui-là ? Il y a eu Skyward Sword qui a suivi, je crois. Alors, il y a eu Skyward Sword, après il y a eu ceux sur DS, là. Ouais, mais il n'y en a aucun qui a repris justement ce côté si sombre que cet épisode a introduit. Je pense que, c'est pas que c'était leur maximum, mais je vois mal comment ils auraient pu... parce qu'à chaque fois, ils essayent de proposer une ambiance différente. Ils pouvaient pas proposer une ambiance encore plus sombre et sérieuse, alors qu'on était déjà limite au summum de ce qu'on pouvait voir. Je sais pas, moi je comprends qu'ils aient essayé d'autres choses plutôt que de rester là-dessus. Mais en même temps, malgré toute cette ambiance sombre dont on parle depuis tout à l'heure, le jeu proposait quand même des genres de bulles d'air avec des personnages complètement décalés, notamment au village. Si je me souviens bien, il y avait peut-être, c'était qui, la dame qui tient la taverne ou quelque chose comme ça. Oui, il y avait des personnages qui étaient très hauts en couleur. Voilà, alors déjà tous les NPC du jeu ont un design complètement improbable. Oui. Donc ça tranche un petit peu avec le reste, je trouve ça un peu dommage. Et c'est vrai qu'il y a des phases beaucoup plus légères. Je pense que tu vas te souvenir un petit peu de la phase de snowboard avec le Yeti et la femme du Yeti. Ouais. Alors j'ai retenté la descente face à la femme du Yeti, c'est chaud. Hein. Non, c'est vrai, mais les Zelda, ça c'est une marque de fabrique de toute manière, malgré... en dépit de tout ce qui se passe à côté, t'as toujours des séquences très décalées, séquences de pêche, séquences de snowboard, comme tu le disais, t'as des chasses au trésor, t'as des mini-jeux au village, des choses comme ça. Et cet épisode, malgré son côté sombre, avait quand même tenu à garder ce côté rafraîchissant. Mais je pense que t'en as moins quand même. Fallait, hein. Je pense que t'en as moins quand même que dans les autres. Il y en a pas tant que ça en fait, des passages, et même dans les mini-jeux où tu peux vraiment baisser la pression, te détendre, etc. Tu vois,
que ce soit les boss. Alors celui-là, il me fait vraiment penser au Nazgûl avec son. Clairement. Ouais. On a vu l'ennemi qui est monté dessus. Ensuite, il va partir. Je sais pas si tu te souviens la suite. En fait, une fois qu'on a vaincu l'ennemi, j'ai pas gardé. Non, je me souviens pas de celui-là. Je me rappelle pas de ce qui se passe après. En fait, tu as une petite séquence dans un canyon où Midona va prendre le contrôle du Nazgûl, entre guillemets, enfin de la créature plutôt ailée, et en fait elle va attraper le loup dans ses serres, et on va avoir une phase de vol, dans un canyon où en fait il faut pas toucher les bords, et suite à ça ça va se décliner en mini-jeu où il faudra choper des ballons pour faire des points, tu vois, donc tout est prétexte après à des mini-jeux, mais bon, tu peux aussi finir le jeu sans avoir fait aucune activité annexe comme dans tous les Zelda, quoi. Ouais. Je sais que c'est peut-être pas le passage le plus marquant pour cela, mais je sais qu'en y jouant j'avais aussi vu une grosse influence de Shadow of the Colossus. Oui. De l'époque. Il y a un boss notamment qui fait penser. Alors j'ai pas pu tout mettre, déjà la vidéo est assez longue, mais c'est vrai qu'il y a un boss où c'est le boss sous-marin du temple abyssal où en fait une fois que tu t'es un petit peu accroché dessus avec le grappin, tu l'assailles de coups d'épée, mais vraiment exactement, l'animation elle fait exactement penser à celle de Shadow of the Colossus où tu frappes l'ennemi dans un point précis. Ça, c'est forcément... voilà, Midona qui attrape Link Lou et qui s'envole, effectivement. Mais oui, comme tu dis, là, on parle beaucoup du Seigneur des Anneaux, mais il y a aussi beaucoup d'autres influences. Il y a aussi Princesse Mononoke et les autres films Ghibli à travers les esprits. Dans la première partie du jeu, on doit partir en quête des perles de lumière, et ces perles de lumière, elles servent un petit peu à restaurer les esprits gardiens, et ces esprits font pas mal penser, je trouve, à ceux de Princesse Mononoke. Après, on pourrait imaginer d'autres choses, mais le jeu est bourré d'influences, quoi. On avait parlé à l'époque de Okami. Est-ce que c'était juste parce qu'on dirigeait un loup, ou il y avait autre chose dans Je pense que c'est vraiment par rapport au loup. La question s'était posée parce que je crois que les deux jeux ont été un petit plus ou moins développés en même temps et on savait pas trop qui avait inspiré qui, etc. Mais en dehors du loup, j'ai pas retrouvé énormément de choses qui faisaient penser à Okami. D'accord. Ok. Donc là, tu parlais de récupérer Cristal, c'était ça? C'était ce qu'on vient de voir? C'est ça. Parce que je sais qu'il y avait un autre truc qui ressemblait un peu à cette quête dans Skyward Sword, où tu rentrais dans un monde parallèle où tu devais récupérer des... je sais plus si c'était des cristaux ou des choses comme ça. Ils avaient repris l'idée, et là en fait le dosage est assez bon dans Twilight Princess parce que en fait tu le fais que 3-4 fois, et d'ailleurs dans la version Wii U ils ont réduit un petit peu ça, ils sont passés je crois de 16 à 12 perles de lumière, donc c'est un petit peu moins lourd, un petit peu moins long, ça passe plus vite, quoi. Tiens, j'ai l'impression de me souvenir de ces passages, les dragons. Il y avait, c'est ce que j'appelais des dragons. Je sais pas si c'est des dragons, mais... C'est les esprits gardiens de lumière. D'accord, voilà. En fait, ils n'ont pas toute cette apparence-là. Celui-là, il ressemble un petit peu à un serpent, un dragon. Les autres n'ont pas cette forme-là. Et c'est vrai que ça fait penser à Okami, où tu avais, c'est vrai, les dieux d'Okami qui ont tous une forme animale différente. C'est peut-être dans le suivant, alors dans Skyward Sword, où il y a des dragons, je sais plus. Je sais plus, je confonds un peu. Parce que les Zelda, autant je les apprécie, autant généralement je les fais qu'une fois, et puis c'est tout. À part le premier que j'ai fait un peu plus de fois, peut-être le deuxième aussi. Je sais pas. Justement, en parlant de tous ces Zelda, celui-là, il se situe où dans la chronologie? Parce qu'on sait que ils sont tous liés, ça a été officialisé ça maintenant que tous les Zelda sont liés, donc celui-là se situe à peu près où, tu te souviens? Alors c'est un peu compliqué et j'ai peur de dire des bêtises parce qu'il y a, là où ça se complique, c'est tu sais à partir d'Ocarina of Time où tu as 2 embranchements selon que Ganondorf a été vaincu ou pas et selon que tu remontes le temps ou pas. Si tu remontes le temps en avertissant la princesse Zelda, etc. Donc celui-là il se situe après, c'est sûr. Dans quelle version exactement, dans quel embranchement de l'histoire, je sais pas exactement. Mais il se situe beaucoup plus tard, il me semble. D'accord. Ok, donc là qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence? Alors, ce qu'on voit dans cette séquence, ça m'a limite traumatisé, moi, cette scène. Parce que donc là, on est en présence d'Iria, donc le personnage le plus sympa du jeu, on va dire. Enfin, très attaché à Link. Et on a en fait, toute cette scène-là, c'est une espèce de vision fantasmagorique, une espèce de métaphore de ce que nous explique le dieu gardien, qui nous met en garde contre la dangerosité du pouvoir des ombres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois la quête des perles de lumière terminée, Midona nous propose de partir en quête des cristaux d'ombre.
Et en fait, ça va nous permettre de reconstituer le miroir des ombres qui relie les deux mondes. Mais la difficulté de la chose, c'est que le détenteur de ce pouvoir-là, il a une espèce de responsabilité en fait. Et on veut nous mettre en garde contre les dangers de l'abus de ce pouvoir, quoi, en fait. D'accord. Ouais, ça marcherait sur moi. Si je voyais des versions de moi-même comme ça qui apparaissaient devant moi, je comprendrais le danger. Et c'est vrai que cette scène, elle est excellente, parce que bon, là, ils se sont complètement lâchés, parce qu'ils se sont fait plaisir. Ils se sont dit, bon, on peut mettre n'importe quoi, c'est une espèce de délire. Mais du coup, on a des choses, comme tu dis, les Darklings, on a Iria qui, avec son couteau, les yeux révulsés, enfin, c'est limite, tu te dis, mais c'est pas possible, on est où, là? Moi, depuis Majora's Mask, il y a beaucoup de scènes dans Majora's Mask qui sont très sombres, qui sont très dérangeantes. Oui. Rien que le fait de mettre les masques, tu sais, t'as une espèce de hurlement de Link, t'as l'impression qu'il souffre la mort. Et là, pareil, tu vois, ça m'a fait penser à Majora's Mask, parce que je me suis dit, c'est exactement le même effet. Enfin, on a un Link qui est complètement en train de souffrir, en train de... Enfin, c'est difficile comme scène, je trouve, quoi. Ouais, c'est ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est pas une noirceur uniquement visuelle avec des monstres dérangeants ou cruels ou des choses comme ça. Il y a aussi une noirceur au niveau de la psychologie de tout ce jeu, de toutes les implications avec justement le monde des ténèbres et les choses comme ça. Ça va au-delà de la simple noirceur visuelle. C'est ce que je voulais dire. Et je pense que c'est la première fois, enfin c'est le premier Zelda où... Non mais t'as vu ça, c'est le premier Zelda où ils ont autant mis l'accent sur le scénario. Là ils ont vraiment, beaucoup plus que dans Ocarina of Time, ils ont vraiment été chercher des idées. Bon, après ça reste un Zelda, c'est pas non plus le moteur du jeu, ça reste le gameplay. Hein. Mais c'est la première fois dans un Zelda qu'on a une trame scénaristique autant étoffée, je pense. Oui, non c'est pas faux. Je me demande s'ils vont y revenir un jour. Je me demande si justement ils vont revenir à cette ambiance. Comme tu disais, ils essaient de proposer quelque chose de différent à chaque fois, mais dans la différence, on garde toujours un côté presque enfantin, pour reprendre le terme que tu disais tout à l'heure. C'est un peu le côté conte, ouais, le côté conte qui fait que Zelda, ça reste tout public, ça reste une aventure, quoi. Mais peut-être que le prochain Zelda, justement, sera très adulte aussi. Hein. J'aimerais bien, moi. Enfin. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. J'aimerais bien en avoir un, peut-être pas forcément aussi sombre, parce que là, donc il y a encore deux choses qui font la noirceur du jeu. C'est Xanto, le personnage de Xanto qu'on voit là, et qui est quand même très très dérangeant. Là, dans cette scène, tu vas voir, quand il enlève partiellement son masque, on va voir sa bouche, mais une bouche horrible, quoi. Rien que sa bouche, t'as pas envie de voir le reste, quoi. C'est un mélange, du grand pop pour moi et de justement la bouche de Sauron. La bouche de Sauron, mais exactement, tu vois, j'avais pas pensé. Non, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Ce design de masque, c'est complètement fou. Tu vas voir, là, on va le voir juste après, et tu te dis, mais c'est pas possible, ils se sont lâchés, quoi. Mais même avec le masque, hein, c'est quoi? C'est une genre de langue qui sort du... Alors, regarde. Et après, il va ouvrir un petit peu. Ah ouais, c'est ça, c'est la bouche de Sauron. Ça, c'est dérangeant, quoi. Ouais, non, c'est peut-être c'est pour ça, je pense, qui m'a marqué. C'est justement, ils sont allés très loin et ça a payé, parce que t'as des jeux qui vont loin dans la noirceur, des choses comme ça, et il n'y a pas vraiment de propos derrière, il n'y a pas de justification ou quelque chose comme ça. Et celui-là, je sais pas, ils avaient réussi à trouver tous les ingrédients pour que ça fonctionne et pour que le joueur soit embarqué et pas simplement repoussé par tant de noirceur. Il faut quand même pas oublier, tu vois, là, les créatures noires qu'on voit, enfin les agents du crépuscule, qu'on combat tout au long du jeu dans la version ténèbres, c'est quand même En fait, c'est des créatures qui sont des versions corrompues des êtres du crépuscule, parce qu'on a le peuple du crépuscule de Midona, qui est un peuple paisible à la base, qui a été totalement corrompu par les ombres, et qui du coup revient dans le royaume d'Hyrule, le monde de la lumière, sous cette forme-là. Et rien que la forme des agents du crépuscule, c'est glauque, quoi. C'est assez... la première fois que tu les vois, ça m'a fait, moi, le même effet qu'une Skulltula, quoi. Ah, mais les Skulltula dans Ocarina of Time, et surtout dans celui-là, elles sont flippantes aussi. Je me rappelle pas de leur version dans cet épisode. Je me rappelle de Ocarina of Time, mais pas... Mais en fait, c'est simple, elles sont très réalistes. Elles sont très, très, très grosses. Elles ressemblent beaucoup à celles d'Ocarina of Time, en plus noir. Et en fait, ce qui fait peur, c'est que quand tu les tues,
t'as une espèce de coup de grâce, parce que tu sais, t'as toutes les bottes secrètes à l'épée qui font, d'ailleurs, qui enrichissent beaucoup le gameplay, et t'as une espèce de coup de grâce où tu te jettes dessus toute lame dehors, avec les pattes enfin, je sais pas comment décrire le truc, mais c'est assez ignoble. Quand on est un petit peu arachnophobe, ça fait quand on connaît son amour des araignées, ça doit être dérangeant. Ouais, ça doit être très dérangeant. Là, on s'approche de la fin du jeu. Oui. Ouais, alors en fait, autant au début j'ai mis des vidéos du début, autant on se rapproche vraiment beaucoup de la fin du jeu. Ça spoil évidemment beaucoup. Ouais, c'est pas grave ça. La vidéo s'adresse quand même de toute façon aux gens qui ont fait le jeu. Et donc je voulais finir par cette séquence de Ganondorf. Donc Ganondorf, il apparaît vraiment dans l'histoire qu'à la toute fin. C'est-à-dire que jusqu'au bout, tu te demandes si vraiment il va jouer un rôle, si vraiment il va être présent, parce que c'est possible aussi que dans certains volets qu'il soit pas là. Et là, non seulement il est présent, mais il nous montre, en fait c'est un flashback, on voit ici, en face des sages, il était censé être... tiens, ça me rappelle la chronologie du coup. Ça se passe après Ocarina of Time, et donc il a été condamné à mort par les sages, il doit être mis à mort, et là en fait on se rend compte qu'il va échapper à son châtiment, et non seulement il va échapper à son châtiment, mais les sages vont du coup le précipiter dans le royaume du crépuscule via le miroir des ombres, qu'on va voir là, s'ouvrir. Et en faisant ça, le problème c'est qu'ils vont Ganondorf va pouvoir corrompre le royaume du crépuscule, et donc ensuite s'étendre un petit peu sur... c'est ce qui va provoquer finalement le début du chaos dans Twilight Princess, sur le royaume d'Hyrule. D'accord, ok. Je sais pas si on a fait le tour de tout ce que tu voulais dire, s'il y a d'autres choses à ajouter sur cet épisode, à part ceux qui ne le connaissent pas. Bon, on vous a méchamment spoilé, désolé, mais il faut le faire, parce que ça reste quand même un des épisodes majeurs de la série, rien que pour son ambiance. Ben moi je pense que ça peut donner envie, parce que finalement c'est assez souvent qu'on entend les détracteurs de Zelda mettre en avant le côté niais, le côté enfantin, le côté pas de scénario, le côté tout le temps la même histoire. T'entends des trucs, et franchement quand t'as fait Twilight Princess, tu te dis, mais t'as envie de leur dire, il y a quand même des épisodes où ça va beaucoup plus loin que ça, où t'as vraiment une intrigue qui est digne de ce nom, et où c'est pas pour les gamins quoi. Et franchement, j'espère que ça pourra donner envie à ceux qui l'auraient zappé pour X raison, de se dire, ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser, ne serait-ce que dans l'histoire. Et puis franchement, le gameplay de cet opus, il est excellent aussi, donc c'est vraiment un épisode à faire. Et ben, ce sera le mot de la fin, Valérie. Merci beaucoup d'avoir passé cette presque demi-heure avec moi pour parler de ce Zelda. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là pour nous écouter, et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'Extra Time. À bientôt, Valérie. Merci, salut à tout le monde. À bientôt, ciao.